Bonjour, alors nous voilà de bon matin, le samedi pour faire une petite série de vidéos. Vous le savez sûrement, mais tous les premiers dimanches du mois, certains musées nationaux sont gratuits. Et donc ça m'a un petit peu donné envie de partir visiter ces musées pour un petit peu vous rappeler ce petit avantage qu'on peut avoir. Euh, Aujourd'hui, je vais commencer par aller au mémorial de la Shoah parce que j'y retrouve de la famille là-bas. Donc, je saute un petit peu sur l'occasion pour commencer mon, mon expérience, mon aventure. L'idée, ça serait un petit peu que je commence par dire ce que j'attends, mes attentes du musée. Sur place, que je trouve une œuvre artistique qui me plaise particulièrement, que ensuite je fasse un poème dessus. Et pourquoi pas faire un petit débrief de comment est-ce que je me suis senti dans le musée, qu'est-ce que j'ai aimé, etc. Bon, bah, pour le mémorial de la Shoah, moi j'ai déjà vu passer des, des extraits de comment c'était à l'intérieur et je dois dire que ça a l'air d'être assez puissant, assez, assez fort. Et j'ai presque envie de dire malheureusement en fait. Je sais pas si c'est le genre de musée où on va privilégier la beauté en tant que telle. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir le droit à des œuvres puissantes. Et j'ai quand même hâte de voir comment est-ce qu'ils vont arriver à remuer les tripes. Voilà, donc j'essaie un petit peu de regarder si je peux filmer des choses à l'intérieur du musée. En tout cas, je vous dis à très vite pour vous dire ce que j'ai pensé de cette visite. Et bien voilà, j'ai visité le musée. Alors en fait, c'était pas celui auquel je pensais quand je disais que j'avais déjà vu des extraits. Je pense que les passages que j'avais vus, ça devait être plutôt le musée d'Auschwitz, euh, qui avait l'air d'être plus, plus puissant. Et j'ai trouvé que ce musée n'était pas fait pour être sensationnaliste, ce qui est à la fois bien, parce que ça permet un petit peu de se plonger plus dans des archives historiques qui sont intéressantes sans être particulièrement saisies et plombées. Mais après, c'était un petit peu plus délicat pour moi qui cherchais particulièrement des œuvres intéressantes et en pas le temps des œuvres artistiques. Et là, on avait plus affaire en fait à des collections qui étaient autour de la photographie et donc particulièrement des collections autour des documents historiques. Euh, Néanmoins, j'ai été assez touché par toute une partie sur le témoignage d'Esther Goldstein au procès qu'ont eu lieu à Jérusalem, au procès nazi. Et il y avait une séquence vidéo de ces procès-là, des captations de ces procès, qui était très très impactant. Assez hypnotisant et puissant. Donc c'est une partie qui m'a beaucoup touché. Et sinon, sur quoi à mon avis je vais orienter ma partie création, ça serait sur la dernière partie de la visite qui est autour des, des photographies qui ont été faites par Raymond Depardon dans les années 90, après, donc bien longtemps après la libération d'Auschwitz. Et donc il y a toute une série de photos d'Auschwitz. Je ne sais pas si je vais en choisir une seule ou si je vais en choisir une série, mais je les trouve très bien composées. Et pour certaines, j'ai pas mal d'éléments d'analyse qui vont me pousser à avoir certaines lignes directrices dans les poèmes. Et je crois que j'ai quelques idées sur la manière dont je pourrais écrire les poèmes. Après, il y a toujours la question de est-ce qu'on peut faire encore de l'art après Auschwitz?
Euh, C'est-à-dire que quelle forme est-ce que je vais adopter? Est-ce que je vais essayer de rester? Est-ce que le vert va permettre d'avoir la puissance de l'horreur? Je pense que oui, ça peut être possible. Mais il faut que je garde une sorte de vert peut-être très implacable, rationnel, peut-être des pentasyllabes, je sais pas. Donc je vais pouvoir commencer mon écriture. Et, euh, et voilà, j'ai bien aimé la visite, qui a été en fait assez rapide. Donc, euh, donc, non, c'était bien. Sommeil. Être emmêlé entre des lignes. Vieille guenille de froid qui baigne. Voir dans les yeux, guigne de guigne, l'excavation d'un cœur qui saigne. Joindre les mains, sans prier signe. Entendre au loin sanglots qui plaignent. Pensée tordue, pensée maligne. Vision que les intestins peignent. Pendu l'enfance, pendu la vigne. Tanin sans goût, les mains imprègnent. Raisin rasé, raison résigne. Mâchoire oblique, résine teigne. La main en cuir gratte et gratigne. Troue une peau plus que n'étreigne. Ignoble corps nu par l'indigne. La nuit s'arrête, silence règne. La lune cligne, astres s'éteignent. Alors, voyons voir comment je m'y suis pris pour écrire ce poème. J'aimerais bien faire un petit peu d'analyse de brouillon, voir un petit peu les étapes par lesquelles je suis passé. Alors, tout d'abord, moi, le mot un petit peu qui m'a guidé, la première chose que j'avais en tête, c'était autour du mot ligne. J'avais vraiment cette image dans les photos de Pardon de ces lignes qui étaient infinies, qui n'en finissaient pas. Ces lignes qui sont à la fois les lignes des barbelés d'une architecture extrêmement, extrêmement droite, évidemment, et les lignes des habits rayés des déportés. Et quand le terme ligne m'est resté en tête, directement j'ai pensé au mot guigne. Au mot guigne, en fait, que j'ai confondu avec le terme guenille. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, des guignes c'était sensiblement la même chose que des guenilles. Comme j'étais pas certain, je suis allé voir ce que signifiait guigne. Donc c'est des petites cerises et on l'utilise pour dire voilà, quelque chose qui n'a pas d'importance, sans souci comme d'une guigne. Euh, cette expression m'a fait écho avec les prunelles, en fait. Quand on dit quelqu'un c'est la prunelle de mes yeux, on va faire aussi un petit fruit, sauf que là à l'inverse c'est pour présenter quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et donc c'est pour ça que j'ai associé guigne aux yeux. Tout à fait. Euh, Alors bon, j'avais déjà quelques éléments, donc comme j'étais parti une, une rime en igne, en fait, quand j'ai pensé à ligne aussi très vite, j'ai pensé à ma ligne. Un mot que je trouve
un peu étrange en fait quand on le... C'est un mot qu'on utilise finalement assez peu et beaucoup en fait dans le domaine médical, on va penser aux tumeurs bénignes et malignes. Et donc je trouve que ce terme il est un peu macabre. Il y a le terme digne, digne ou indigne, que j'avais aussi en tête. Donc digne effectivement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à noter sur le côté les mots qui pourraient être des, voilà, des aides pour mes rimes. Et j'avais en tête une rime aussi en aigne. Euh, J'avais envie aussi de travailler voilà, sur ce igne-aigne. Alors comme je disais un petit peu avant d'écrire le poème, je comptais partir sur un pentasyllabe peut-être, mais le pentasyllabe est trop court pour bien développer un propos. Euh, Quand j'ai commencé le texte en fait en me basant sur ce mot de ligne que je voulais absolument avoir en tête, et j'ai un peu laissé macérer ça dans ma tête pour trouver un bon vers. Donc être emmêlé entre des lignes. Et là alors je sais pas, moi j'ai trouvé que ça marchait. Maintenant quand je le revois, je vois que être et entre se font écho, et emmêlé entre des lignes, on a le et le l, donc el, l. Donc il y a quelque chose de effectivement d'entremêlé, d'entrelacé dans ce vers, donc peut-être que c'est ça qui m'a bien plu. Donc direct, j'avais un petit peu en tête, parce que j'y avais déjà un petit peu pensé, j'avais déjà en tête cette idée de guigne et de guenille. Je savais que j'allais employer le mot guigne, je savais que j'allais employer le mot guenille, et comme je voulais un petit peu développer le terme d'entre des lignes, comme les lignes, je trouve que la vision un peu du barbelé est assez facile à voir, mais la vision des pyjamas rayés est un peu plus délicate. J'ai donc cherché voilà, à utiliser cette image des guenilles directement. D'autant plus que ces deux premiers vers, ils font vraiment écho à deux photographies qui m'ont particulièrement saisi. Donc, vieille guenille de froid qui baigne. Alors, guenille de froid, bon, c'est un petit raccourci pour peut-être presque montrer qu'en fait, c'est comme si... Comment dire le terme de froid, il va vraiment... Ça va vraiment faire en sorte que c'est pas des guenilles qui sont fraîches, c'est des guenilles de froid. C'est comme si elles étaient faites du froid qu'il y a autour, et donc ça fait comme si elles faisaient partie de de l'univers en fait, enfin de l'univers de ce qu'il y a autour, de l'environnement, tout à fait, voilà. C'est comme si ça faisait partie de l'environnement. Et donc cette façon un petit peu de faire va peut-être euh, donner une impression de nudité, comme si en fait les vêtements eux-mêmes étaient faits de l'environnement. Et qui baigne, c'est à la fois pour rappeler dans lesquels on nage, donc pas à la bonne taille, mais aussi qui sont humides, trempés. Voilà. On rentre dans la vision du sommeil. Alors à ce moment-là, je savais pas vraiment vers où j'allais. J'avais vraiment cette image, effectivement, ça commençait un peu à venir, cette image de quelqu'un qui s'endort, et des images choquantes qui reviennent comme des traumatismes, évidemment, quand on s'endort. Et voir dans des yeux, guigne de guigne, donc les yeux, ce sont des visions en fait de regards qui ont été croisés dans la journée mais qui reviennent, et on voit l'excavation. Alors l'excavation, ça fait penser aux yeux caves. Donc les yeux caves, c'est quand on a les yeux qui sont enfoncés dans le corps, et ça peut être créé par de la malnutrition. Des yeux caves, un cœur qui saigne, bon, il n'y a pas grand chose à en rajouter, c'est un topos. Joindre ses mains sans prier signe. Alors là, il y a plusieurs choses. J'avais envie de parler effectivement de la religiosité et de la place de la croyance. Et voilà, tous ceux qui sont sortis de la Shoah en disant
mais notre Dieu nous a abandonnés. Et sans prier signe, ça fait un peu penser à l'expression sans crier gare. Et donc ça donne un peu l'impression que c'est un réflexe inconscient en fait. Réflexe. Évidemment, sans prier signe, ça veut dire que c'est joindre ses mains sans prier signe. On peut même se demander si c'est pas juste pour se réchauffer les mains et pas dans un signe de prière, enfin dans une volonté de prière. Voilà. Et entendre au loin sanglots qui plaignent. Donc là, c'est vraiment juste, on est dans l'immersion des bruits, des sensations. Alors bien sûr, oui aussi, j'ai oublié de préciser, grande question, je m'étais directement dit que j'allais essayer au maximum d'utiliser des verbes à des modes impersonnels. Donc voilà, de l'infinitif, participe présent, participe passé, voire même de pas mettre de verbe, tout simplement pour accentuer à la fois la dépersonnalisation et en même temps pour favoriser comment dire, je sais pas si ça va favoriser une forme d'identification du lecteur. Parce que peut-être que là, la première personne serait plus efficace. Mais en tout cas, pour mettre dans un recul un petit peu... Je pense que ça quand même, ça favorise, d'une certaine façon, l'identification du lecteur, j'imagine. Très bien. Alors là, j'avais pas encore tout à fait décidé de la structure. En fait, à vrai dire, en partant sur ces idées de lignes, enfin de rimes en igne et en aigne, je pensais faire, 2-4-1. Je pensais pas faire un poème aussi long. Et c'est là que je me suis laissé un petit peu emporter. Donc là, je commençais à être un petit peu à bout de souffle, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais commencé à terminer un premier tableau. Et donc, je repars avec une autre idée forte, c'était l'idée de ma ligne, qui me semblait forte. Donc voilà, je l'avais encore de côté. Donc là, je m'en sers pour continuer mon écriture sur toujours des points qui sont forts pour moi. Donc, pensée tordue, pensée ma ligne. Là, j'explicite un petit peu pour ces histoires Dieu, etc. J'explicite qu'on est dans la pensée. Tordue, ça évoque aussi les corps. Et je sais pas, je trouve que ce terme, il montre bien le mal-être. Donc, pensée ma ligne, j'en ai déjà parlé de ce terme-là. Vision que mes intestins peignent. Je sais pas si j'ai grand-chose à en rajouter. C'est des pensées viscérales. Pendu l'enfance, pendu la vigne. Alors, pendu l'enfance, on peut penser à son enfance, enfin, l'enfance ou l'innocence de la personne. Peut-être qu'on pourrait dire du personnage. Mais ça, on pourrait penser aussi premier degré, pendu les enfants, quoi. Alors, pendu la vigne, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pendu la vigne, en fait, pour moi, la vigne, c'est l'opulence, les plaisirs. Voilà, c'est tout ce qui est hédoniste. Et en fait, j'aurais peut-être même presque pu dire castrer la vigne ou j'hésitais à dire fouler la vigne. Fouler comme on foule le raisin pour extraire le vin. On va voir si c'est une métaphore que je vais filer tout au long du texte, en tout cas dans toute la partie centrale. Voilà, j'avais envie de faire cette répétition. Pendu l'enfance, pendu la vigne. Je trouve que ça donne un côté un petit peu épique, un peu dramatique. Et je sais pas, il y a quelque chose que je trouve un petit peu glaçant. Tanin sans goût, les mains imprègnent. Alors je crois que j'avais écrit mes mains, j'ai fait des modifications. En fait, tout ce qui pouvait dépersonnaliser, je l'ai utilisé. Donc tanin sans goût. Plusieurs choses sur le tanin, évidemment. Bon, c'est ce qu'on va retrouver dans le vin. Et c'est un procédé qui perd... Enfin, c'est je sais pas, j'ai envie de dire une molécule
qui permet de transformer la peau en cuir. C'est ce qu'on va utiliser pour transformer la peau en cuir. Et donc j'aimais bien cette image, voilà, du non, ben, on va dire peut-être du vin, donc du sang qui va imprégner les mains et les rendre insensibles. Et donc on peut penser les mains, mais aussi le cœur, etc. Avec cette image des mains qui se transforment en cuir, je trouve que c'est assez visuel parce que quand on regarde les photos qui ont été prises lors de la libération des camps de concentration, les corps sont tellement déformés que, à titre personnel, on n'a presque pas l'impression que c'est réel. On a l'impression qu'on a affaire à des poupées de silicone, voilà, de la FX de film en fait. Et il y a ce côté presque siliconé. Et donc cette image du cuir, je trouve, rendait un petit peu cette idée que j'avais. Là, j'avais envie d'écrire un vers, oublie qu'au loin du songe d'une vie digne. Ouais, non, ah oui, j'avais commencé par écrire oublie qu'au loin, et ensuite j'ai barré qu'au loin. Je me suis dit oublie du songe d'une vie digne. Je trouvais que c'était un petit peu trop pathétique. J'aimais pas j'avais envie d'utiliser digne, mais je trouvais que ça marchait pas. Et alors oui, j'ai oublié de préciser, assez vite, dès les premiers vers, j'ai commencé à rédiger une fin que j'ai pas utilisée. Une fin qui était inspirée par une photographie qui présentait... c'était une photographie en fait des camps par avion ou hélicoptère, enfin vue du ciel, et on voit vraiment pas loin qu'il y a des bosquets. Et une chose qui m'a marqué aussi dans l'exposition, c'est combien, ça j'avais pas compris, combien est-ce que les camps de concentration étaient proches de la vie des gens normaux. C'est-à-dire que le camp d'Auschwitz, il était à une centaine de mètres de la gare de Birkenau. Et ça, c'était une gare qui était vraiment utilisée, une gare internationale où tout le monde pouvait y passer. Et j'avais pas compris, moi, cette proximité, et je pense que ça m'avait un petit peu marqué, j'avais envie de parler de ça. Et je crois que je l'évoque. Je suis même pas sûr que je l'évoque. Je crois que j'ai complètement oublié cette idée. Mais j'avais commencé à écrire pour des vers finaux, sans espoir de se souvenir un jour qu'au-delà des miradors, les vies bien chaudes suivent leur cours, sans l'ombre de la mort. Et je sais pas, je trouve que c'était un petit peu, c'était un petit peu trop analytique. Je sais pas, je trouvais pas d'émotion. C'était trop bien prononcé. On sent trop la voix. Je trouve qu'on sentait trop la voix du poète. C'était pas, voilà, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Bref, et donc là, on voit dans ce vers que j'ai voulu rajouter vraiment l'envie de revenir à cette idée. Donc, oublie du songe d'une vie digne. Voilà. Donc, j'ai complètement oublié ça et je suis reparti sur le raisin. J'ai continué à filer la métaphore. Donc, raisin rasé. Voilà, les vendanges sont faites. Alors, le raisin, c'est à la fois les bons souvenirs. Rasé, ça fait penser au crâne rasé. Et les raisins rasés, c'est comme voilà, des grappes de personnes qu'on extermine. Raison résigne. Donc, on est dans toujours cette... comment on appelle ça? Oui, on est toujours dans j'ai envie de dire, dans ces paronymes, ou en tout cas, on a des assonances qui sont assez fortes. Peut-être un peu trop fortes maintenant, c'est peut-être une chose que je changerai. Alors bon, le poème est un petit peu fait, donc je vais pas le développer plus que ça, mais en fait, j'aime bien ce passage, mais je l'aime bien dans ma tête. C'est-à-dire que je trouve ça puissant dans ma tête, mais je trouve que à l'écoute, c'est un petit peu trop lourd. Ça fait, voilà, encore une fois, on entend trop la voix du poète. C'est pas, il faudrait peut-être quelque chose de plus léger. Peut-être en gardant certaines choses, raisin rasé, raison résigne, peut-être un petit peu en trop, en vérité. Mâchoire oblique, résigne teigne. Alors,
Résine, teigne, je l'avais déjà. L'emploi du subjonctif ici, il est incorrect. Hein. Mais ça permet de, je sais pas, de rendre cet aspect un petit peu tordu, un petit peu dysfonctionnel de la pensée. La résine, bon, moi quand j'ai employé ce terme résine, là c'est pour dire vin en fait, c'est pas une résine dans mon, dans mon sens. Et il me manquait 4 vers, 4 syllabes, pardon. Et donc je les ai... j'avais pas vraiment d'idée, je voulais recontinuer encore le rez, mais ça faisait trop. Déjà que là, je trouve que ça fait encore un petit peu trop. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de mettre une image, comme une image qui apparaît voilà, dans ces images incontrôlées, incontrôlables. Et donc, j'ai choisi mâchoire oblique, parce que je trouve que c'est macabre. Et en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et c'est ça qui me plaît. Donc là, j'ai encore voulu recaser mon vers. Oublie le chaud d'une vie digne. Donc là, voilà, je voulais opposer un peu le chaud au guenille de froid, mais pareil, je trouvais que c'était... En fait, c'est un peu paradoxal parce que pourquoi dire qu'on l'oublie, mais en le disant, c'est un peu paradoxal. Donc j'ai préféré pas le mettre. La main en cuir, donc là, il y a le cuir du tanin qui revient, gratte et gratigne. Donc je me suis dit que la main en cuir, peut-être pour des lecteurs, ça pouvait faire penser aux Allemands. Parce que voilà, les Allemands, on les représente souvent, voilà, les SS avec leurs habits, les bottes en cuir, etc. Mais là, moi, dans mon sens, vraiment, la main en cuir, donc gratte et gratigne. Là, on a gratté, gratigne. Enfin, ça, j'adore. Je trouve que c'est très... Alors vraiment, au niveau sens et sensation à l'écoute, c'est impeccable, je trouve. Et la main en cuir, voilà, pareil, c'est la main. Mais évidemment, c'est la main de la personne qui est en train de s'endormir. Troue une peau, plus qu'elle étreigne. Alors là, j'ai eu un problème à ce niveau-là, parce que normalement, je devrais dire plus qu'elle ne l'étreigne. Sauf que là, j'ai mon E, ça va me faire plus qu'elle ne m'étreigne, et donc ça ne marchera pas. Donc, j'ai gardé plus qu'elle étreigne. L'absence de négation, on peut l'expliquer en disant, voilà, langage déstructuré, etc. Mais en vérité, c'est vraiment pour des raisons des raisons pratico-pratiques. Voilà. Et j'avais vraiment, voilà, trou, une peau, plus qu'elle étreigne. J'ai vraiment, voilà, moi, cette image de gratter, en fait, de se gratter, de se faire du mal, dans une folie, en fait. Dans une folie, parce qu'on peut imaginer avec le froid, d'avoir des engelures, de la peau qui pèle, et quand t'es seul dans ton lit, je sais pas, j'imagine ça, de s'arracher des lambeaux de peau. Bref. Ignoble corps nu par l'indigne. Alors voilà, par l'indigne, on pense évidemment au nazisme. Hein. Ignoble corps non noble. Bon, je sais pas s'il y a grand chose à rajouter. C'est un dégoût de soi, en fait. Et puis, je pense que quand on voit des cadavres toute la journée, on s'identifie beaucoup à ceci. La nuit s'arrête, silence règne. Donc, il me restait règne. Je savais pas trop quoi faire avec ce règne. Je pensais à voilà, dire un endroit où la violence règne, mais en fait, c'était pas assez intime, c'était trop grandiloquent. Et je trouve que là, la nuit qui s'arrête, le silence qui règne, la ligne, nouveau vers, astre s'éteigne. Je suis pas extrêmement fan de astre s'éteigne. Alors bien sûr, la ligne, c'est pas la lune qui cligne, ce sont les yeux. C'est la personne qui cligne des yeux alors avant de s'endormir ou avant de mourir. Effectivement, ça c'est aussi une interprétation. Hein. C'était voulu de garder l'ambiguïté. Est-ce que c'est une personne c'est les pensées d'une personne avant de s'endormir, ou est-ce que voilà, cet endormissement c'est une métaphore de la mort, voire peut-être d'un endormissement de l'esprit et de la volonté.
astres s'éteignent. En fait, je devais terminer par s'éteignent, et il me fallait quelque chose en 2 syllabes, parce qu'on est sur des vers à 4 syllabes pour les 2 derniers. On a quelque chose d'amputé à la fin. Alors ça peut être à la fois une accalmie, un moment de silence. Il y a ça qui marche aussi. Astres s'éteignent. Donc, j'ai pas précisé, mais sur la structure du poème, on est donc sur des octosyllabes. C'est un petit peu le poème c'est un petit peu le vers de la fluidité. Donc l'avantage, c'est que ça va permettre une parole effectivement assez fluide, assez légère, et ça va permettre d'être plus impactant que par exemple un alexandrin aurait un petit peu les travers grandiloquents qui m'ont empêché de faire cette fin là, et qui m'ont empêché également d'utiliser ces vers-là. Ce vers-là que je voulais recaser, où je trouvais qu'il y avait vraiment trop la voix. Donc par exemple, l'alexandrin, ça aurait pas fonctionné. Je trouve que ça marche bien avec l'octosyllabe. Au niveau de la structure, je l'ai écrit sans penser à des strophes. Mais maintenant, je vois qu'en vrai, si on regroupe par sens, ça peut faire 3-6-1. Mais je le préfère finalement sans strophe. Et j'avais pas trouvé de titre. Le titre, j'ai trouvé a posteriori. Donc j'ai utilisé sommeil. Donc le sommeil, pourquoi ? Parce que ça évoque, effectivement, le fait de s'endormir. Ça peut être l'idée de la fatigue et de la perte d'espoir. Quand on est fatigué des choses, on a envie de tout lâcher. Ça évoque aussi assommer, être assommé. Voilà, ça évoque vraiment ce coup moral ou même ce coup physique. Très bien. Alors, quoi dire ? Si je pensais pas développer ce poème autant, c'est parce que j'avais en tête, 4-5 rimes pour mes 2 rimes. Alors évidemment, on est sur des rimes in-aigne, donc on est sur quelque chose qui paraît inévitable. Sont des rimes qui se ressemblent énormément, donc on a l'impression que vraiment ce côté un petit peu enfermé. Les octosyllabes respectent dans la grande majorité la césure. Ça fait ce côté vraiment quaternaire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc ça c'est pour montrer l'enfermement, clairement. Que ce soit les rimes en in-aigne, je voulais avoir une structure extrêmement rectiligne, qui enferme beaucoup. Évidemment, il y a sûrement plein de choses que j'ai oubliées, mais voilà un petit peu comment je l'ai écrit. Ça m'a pris à peu près 2 heures, je dirais. Je pense que ça m'a pris 2 heures. Et oui, si je disais, je voulais dire que les rimes, je me suis aidé d'un dictionnaire de rimes pour développer mes idées. Par exemple, égratigne, je l'avais pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais phénoménal. Et donc, c'est pour ça que le poème m'a toujours aidé à me porter. Voilà, en fait, je suis parti sur une bonne ligne. C'est le cas de le dire. Je suis parti sur une bonne ligne et je suis très satisfait de ce poème. Même s'il y a, comme je disais, 2-3 choses que je pourrais améliorer, je trouve que c'est quelque chose de... c'est un poème qui me plaît, que je trouve assez impactant, et je m'attendais pas à faire quelque chose d'aussi bien, entre guillemets. J'étais assez surpris de la taille et de l'impact du poème. Je le trouve quand même très bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà un petit peu sur la manière dont j'ai écrit. Il y a plein de choses que j'ai sûrement oubliées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce type de format, ce type de vidéo. Moi, j'aime bien analyser les poèmes que je fais, parce qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête, et je sais que c'est partiellement zappé à la réception, donc ça m'intéresse beaucoup de partager tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce type d'exercice. Voilà, je vous dis à une prochaine, et n'hésitez pas, il faut écrire. C'est très stimulant d'écrire, et ça fait vraiment une parenthèse dans la vie. Je sais que c'est un petit peu vu et revu, mais c'est important de garder le temps de réfléchir à ses propres pensées, et de se poser et de se laisser surprendre par une aventure,
une aventure d'écriture, comme là, ces termes paraissent étreignent, je ne l'avais pas. Et donc voilà, n'hésitez pas à, quand vous écrivez, à utiliser des outils extérieurs, à faire des références, à utiliser des dictionnaires de rimes. Ce sont des choses qui vont être très stimulantes et qui vont vous aider à forger l'imaginaire du poème que vous avez fait. Et cet imaginaire, même si tout n'est pas perçu, je pense que les choses qui sont souterraines se ressentent d'une certaine façon. Alors le message est pas complet. Par contre, on ressent quelque chose d'intriguant, ou pas forcément d'intriguant, mais les images fonctionnent d'une certaine façon. Peut-être pas sur tout le monde, peut-être pas partout, mais je pense qu'en moyenne, il y a quelque chose qui marche. C'est l'expression d'un langage qui nous est propre, et voilà. Bon, à une prochaine.